Bonjour à tous, c'est Antoine et j'ai un bon gros rhume des familles, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je suis là pour un nouvel édito qu'on va dédier cette fois-ci au réalisateur qui partage les mêmes initiales que Jésus-Christ et c'est sans doute pas un hasard, James Cameron. His name is James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. Vous entendez bien la chanson là-haut? Oui, James, on entend bien la chanson. Vous le savez peut-être, mais il y a un petit film indépendant qui pourrait créer la surprise en fin d'année et qui s'appelle Avatar, la voix de l'eau. Alors on n'a pas encore le droit de vous en parler dans le détail, mais à la rédaction d'Écran Large, on a eu la chance de découvrir 20 minutes du film. Et pour vous la faire très courte, on n'est pas prêt pour ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Le bond technologique est proprement hallucinant et prouve bien que Cameron est toujours ce grand visionnaire qui a un train d'avance sur tout le monde. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Parler du rapport du cinéma de James Cameron à la technologie pour montrer en quoi il est un réalisateur indispensable, surtout dans l'écosystème hollywoodien actuel, mais aussi pour pointer du doigt les potentielles limites de tout ça. Et oui, je vais parler d'Alice. Je vais commencer par une évidence, mais qu'il est important de rappeler. Si James Cameron est aujourd'hui considéré comme l'un des cinéastes hollywoodiens les plus importants de sa génération, c'est qu'il a un pouvoir rare. Arriver via ses films à imposer des dates incontournables dans l'histoire du cinéma et par extension de nouveaux standards. La Wabis et Terminator 2 ont été des marqueurs importants dans l'évolution des images de synthèse. Titanic a conclu pour sa part une certaine idée du cinéma classique et épique à la David Lean entre autres, mais en poussant les potards à mille, ne serait-ce qu'en termes de budget. Et puis en tournant cette page du 7e art à l'orée d'un nouveau siècle, Avatar est arrivé et a bouleversé plus qu'aucun autre film notre rapport au cinéma numérique. Et quand je parle de cinéma numérique, je parle de deux choses. D'une part, d'un cinéma tourné avec des caméras numériques, et qui ouvre les portes à une imagerie de synthèse totale. Avatar a prouvé qu'on pouvait se prendre d'affection, voire de tomber amoureux pour des aliens en CGI, je juge pas, je suis comme vous. D'autre part, Avatar a grandement précipité la transition de la projection numérique. En gros, Cameron a tellement fait du film un événement technologique qu'il a incité les salles de cinéma à brusquement changer d'équipement. Plutôt que de conserver des projecteurs 35 mm qui diffusent donc de la pellicule, beaucoup de cinémas dans le monde ont décidé d'acheter des projecteurs numériques, dans lesquels on passe non pas de la péloche, mais un DCP, ce que je pourrais résumer comme étant un gros disque dur avec les fichiers du film dedans. C'était notamment essentiel pour pouvoir diffuser le film en 3D, et comme Hollywood a vite vu que la 3D rapportait de l'argent, les studios ont vite exploité le filon, amenant à un point de non-retour. En à peine quelques années, la plupart des cinémas dans le monde étaient équipés en numérique, alors que la transition aurait pu être beaucoup plus longue sans un projet aussi fédérateur qu'Avatar. Et attention, ce n'est pas une critique pour dire que le numérique c'est mieux que la pellicule ou l'inverse. J'aime beaucoup les deux pour des raisons très différentes, mais il est indéniable que les films tournés en pellicule sont plus rares et plus chers, et que seuls des mastodontes comme Nolan ou Tarantino peuvent avoir le plaisir de tourner et de projeter leurs films dans ces formats-là. Le numérique est beaucoup moins coûteux et donc plus accessible. Bon après, si vous avez l'opportunité de voir les derniers Nolan en 70 mm, je vous jure qu'il n'y a rien de plus beau. En bref, si je vous dis tout ça, c'est que Cameron a cette force d'être un véritable chef de file, dont la folie des grandeurs amène miraculeusement le reste de l'industrie à le suivre, tel Jack Sully galvanisant les navis pour rassembler une armée contre ces salauds d'humains capitalistes. Tiens donc. Ce qui est important, c'est qu'avec Avatar 2, Cameron a la même ambition. Il nous avait déjà livré un film qui avait 15 ans d'avance sur la concurrence lors de sa sortie, et maintenant qu'on atteint la deadline, il compte bien nous propulser une nouvelle fois dans le futur. Pour autant, ça pourrait être un tout petit peu plus compliqué, et je ne dis pas ça parce que tout le monde s'en foutrait d'Avatar, comme le prétendent certains Nostradamus du dimanche. Mais forcément, Cameron doit prendre en compte les évolutions du cinéma et de sa diffusion, entre l'essor des plateformes de streaming et la riposte des salles qui ont créé plein de nouveaux formats pour des séances premium, qu'on parle de la 4DX, du ICE, du Dolby Vision, du Dolby Atmos ou de mes couilles sur ton front, immersion garantie. Ce que j'entends par là, c'est qu'en 2009, Avatar se vendait 1 sur la promesse de son monde virtuel, aujourd'hui commun dans les blockbusters, et 2 sur la 3D. Mais en fait, la 3D, c'est concret en fait. L'effet sur le spectateur est immédiat, et puis tu portes les lunettes, t'as un accessoire tangible sur toi. Alors que bon, si je prends l'exemple du Dolby Vision, c'est très bien pour la gestion des couleurs et de leur contraste, mais sans une comparaison directe avec une image de base, ça saute pas aux yeux, sauf si t'es un gros nerd dans mon genre. Et oui, je sais, j'ai pris du poids. Jusque-là, Cameron a toujours su rameuter le grand public avec une promesse de révolution claire. Mais sur Avatar 2, il va falloir que les gens se prennent une claque à partir du prolongement d'une technologie qu'ils connaissent déjà bien. Ce qui peut faire peur quand les spectateurs sont aujourd'hui habitués à la laideur des VFX chez Marvel, ou que certains osent dire qu'ils ne voient pas la différence entre Avatar 1 et 2. Si c'est le cas, je vous en conjure, allez voir un ophtalmo. Ou un docteur de la mauvaise foi. Mais il y a quelque chose qui peut jouer en la faveur de James Cameron, et c'est tout simplement son sens de la stratégie.
Ce que je veux dire, c'est que pour imposer de nouveaux standards, il faut attendre que d'autres essuient les plâtres pour toi. Et c'est exactement ce qu'a fait Cameron avec le premier Avatar. Il est bon de rappeler qu'il a écrit le scénario en 94, avant même la production de Titanic, mais qu'il a voulu attendre que la technologie soit prête pour lui. Là-dessus, 2 marqueurs essentiels sont à nommer. Déjà, la prélogie Star Wars, qui au-delà d'avoir repoussé les frontières de la modélisation 3D de personnages de synthèse, a fait partie des premiers films à être tournés avec des caméras numériques à partir de l'attaque des clones. Et même si je l'aime ce film, ça a quand même mal vieilli sur le plan technique, et je ne parle pas de ses dialogues les plus fameux. Je n'aime pas le sable. Il est grossier, agressif, irritant. Il s'insinue partout. Et l'autre modèle, c'est le Seigneur des Anneaux, qui a tout bonnement transcendé avec Gollum les possibilités offertes par la performance capture, si bien que James Cameron a lui-même admis qu'il a vu dans notre cher Sméagol la preuve de la viabilité d'Avatar et a emmené la technologie encore plus loin. Mais pourquoi remettre ça en avant? Eh bien parce que j'ai l'espoir que Cameron arrive à faire de même sur Avatar 2, et plus particulièrement avec une technologie qui me tient très à cœur, le HFR. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le HFR? Eh bien c'est le High Frame Rate, c'est-à-dire une projection de cinéma avec une vitesse de défilement d'image plus importante que la normale. D'habitude, quand vous regardez un film, il y a 24 images par seconde, contrairement à la télé qui en propose 25. Ça fait partie du look cinéma, du prestige du truc. Sauf que 24 images par seconde, c'est le minimum qu'on a estimé pour capter correctement le mouvement sans trop donner l'effet d'une saccade permanente des mouvements. Cette réglementation, on la doit à l'arrivée du parlant, parce qu'il fallait pouvoir automatiser les caméras pour qu'elles captent l'image à une vitesse stable, afin d'éviter un décalage du son sur la pellicule. Je résume grossièrement, mais en bref, les 24 images par seconde sont dues à une économie, parce que ça permettait d'utiliser moins de pellicules. Mais du coup, à l'heure où tout le monde bosse en numérique, ça devrait plus être un problème. Et il est même bon de préciser que le 24 images par seconde a souvent limité la grammaire du cinéma, parce que ça a obligé les cinéastes à éviter certaines vitesses de travelling ou de panoramique, pour ne pas avoir de saccades trop violentes. Ou alors, il fallait se reposer sur le fameux motion blur. Pour moi, le HFR pourrait vraiment être le futur du cinéma, l'ouverture d'un nouveau langage. Et certains s'y sont risqués, comme Peter Jackson avec Le Hobbit, qui est monté à 48 images par seconde, et Ang Lee avec Un jour dans la vie de Billy Lynn et Jim Nyman, qui était monté jusqu'à 120 images par seconde, et c'était proprement dément. Et personne n'est allé voir les films. Bon, le truc, c'est que la technologie a été reçue dans l'indifférence générale, la faute à un marketing qui n'a jamais trop su expliquer ce que c'était. Ou alors, c'est que les spectateurs ont eu la sensation bizarre de faire face à une série télé trop fluide, sensation que l'on surnomme d'ailleurs le soap opera effect. Alors je pourrais débattre des heures sur la beauté du HFR et son utilité, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, et d'ailleurs si ça vous tente, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, il y aura bien du HFR sur Avatar 2, même si, et c'est intéressant, Cameron n'y voit pas là un nouveau format ou une révolution. D'après une interview qu'il a donnée, il y voit plutôt un outil qui permet d'épauler la 3D et de se permettre certains plans dont le rendu aurait pu être auparavant trop saccadé. Alors je suis pas totalement d'accord avec ça, mais c'est passionnant parce que ça prouve une chose, c'est que Cameron a compris que le HFR devait être utilisé avec parcimonie pour qu'il semble presque invisible à l'œil. Ça pourrait éviter les réactions épidermiques provoquées par le Hobbit. Et justement, c'est ce qu'il a démontré avec la ressortie du premier Avatar dans les salles de cinéma depuis le 21 septembre. Alors non seulement le remaster 4K est de toute beauté, mais il est en plus upgradé avec du HFR. Mais ce HFR, il n'intervient que sur certaines scènes ou certains plans qui deviennent plus lisibles, plus détaillés et plus engageants en 3D, comme lors du premier vol de Jake en Banshee par exemple. Il y a quelques passages où le film en semble transformé et nous plonge dans la réalité de Pandora parce qu'il nous en offre le moindre détail tout en évitant un effet jeu vidéo. Je vous incite notamment à faire attention à ce plan où Neytiri chevauche le Thanator, c'est juste incroyable. Sauf que... je suis un peu emmerdé, parce que j'en arrive à mon contre-argument. Si j'adore l'idée que Cameron essaie d'imposer le HFR aux spectateurs, ça m'embête un peu qu'il le fasse avec le premier Avatar. Bien sûr, c'est surtout pour tâter le terrain avant la sortie du 2, mais pas seulement. En réalité, Disney et Fox ont confirmé il y a quelque temps que Avatar et Titanic allaient prochainement ressortir en Blu-ray 4K dans une version restaurée, le tout avec du HFR. Pour ça, James Cameron a lui-même investi dans True Cut Motion, une plateforme de la compagnie Pixelworks qui permet de modifier la fréquence d'image de n'importe quelle source vidéo en post-production. L'idée majeure du système, c'est justement d'éviter le soap opera effect, en gardant un look cinématographique. Malheureusement, la technologie est assez floue sur son fonctionnement, mais bon, pour faire simple, le réalisateur peut contrôler plusieurs éléments d'une image, comme la saccade ou le motion blur, pour adapter chaque plan à ses besoins, et en allant à 48, 60, 92 ou 120 images par seconde. Alors pour être honnête, l'effet passe crème sur le premier Avatar, mais ça implique quand même de rajouter artificiellement des photogrammes, ou des frames si vous préférez, dans des films qui n'ont pas été pensés pour ça. Sur une œuvre intégralement numérique comme Avatar, passe encore, mais sur Titanic qui a été tourné en pellicule, je me permets d'être un peu plus méfiant sur le résultat. Et ça m'amène au problème général autour de James Cameron. Quand on est un précurseur dans son genre,
on tend à être un éternel insatisfait. Et dans le cas de notre cher James, ça se traduit par des améliorations régulières de ses meilleurs films. Et le problème que ça me pose, c'est que ça transforme inévitablement les œuvres et les éloigne du moment précis où elles sont sorties. Une œuvre, elle marque avant tout son temps. Et c'est toujours important de rappeler ça pour mieux l'inclure dans l'histoire du cinéma. Et puis, si le film est excellent, il le sera toujours 50 ans plus tard. C'est bien d'ailleurs ce que prouve la ressortie d'Avatar, qui n'a pas bougé d'un iota sur le plan technique. Et si je me retrouve à être méfiant, c'est que Cameron est loin d'être le seul exemple en la matière. En réalité, plus le temps passe et plus on pourrait rapprocher le réalisateur de l'un de ses principaux modèles, George Lucas. Si vous appartenez vaguement à ma génération, il est fort possible que vous soyez fan de Star Wars parce que vous avez grandi avec la prélogie. Néanmoins, il est aussi fort probable que vous n'ayez jamais réellement vu la trilogie originale telle qu'elle a été présentée à partir de 1977. Et oui, parce qu'avant la sortie de La Menace Fantôme en 99, Lucas a eu l'envie de ressortir la trilogie originale en 1997 dans sa fameuse et détestée Special Edition. En gros, comme il expérimentait sur les images de synthèse pour son nouveau film avec ILM, il en a profité pour ajouter plein de trucs dans les plans de ses anciens films, parce qu'à l'époque, le manque de temps et d'argent l'avait obligé à épurer un max. Du coup, on s'est retrouvé avec des effets numériques immondes qui polluent les images d'antan et des changements risibles comme le coup de faire tirer Grido sur Han Solo en premier, parce que, comprenez, monsieur Lajarn, c'était de la légitime défense. Bon, je suis méchant, mais en vrai, il a le droit, Lucas, de modifier ses films. Pourquoi pas? Sauf que le problème, c'est que c'est aujourd'hui impossible de voir la trilogie originale dans sa version d'origine, à moins que vous n'achetiez des versions pirates concoctées par des passionnés dans leur cave à partir de copies d'époque. À force de courir après les dernières technologies, certains films se retrouvent dénaturés, ce qui pose la question de la conservation des œuvres de cinéma et de leur appartenance au réalisateur. Pour Lucas, la logique est simple, Star Wars c'est son bébé, donc il en fait ce qu'il veut. Et pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'une fois qu'une œuvre est accessible au public, elle lui appartient. Après tout, c'est pour lui qu'elle existe et c'est lui qui la fait vivre. D'ailleurs, ce que fait Lucas a aujourd'hui un nom, le verbe bonnarder, en référence au peintre post-impressionniste Pierre Bonnard. Le bonhomme était tellement perfectionniste qu'il retouchait ses toiles même lorsqu'elles étaient exposées dans des musées. Sauf que désolé, mais ça se fait pas. C'est comme si De Vinci sortait de sa tombe pour refaire le sourire de la Joconde parce que c'était trop subtil. Ne jamais oublier l'expression, le mieux est l'ennemi du bien. Bon, j'arrête de parler de Star Wars parce que je pourrais ne plus m'arrêter, mais je referme cette parenthèse pour en venir à une question qui me taraude. Et si James Cameron était justement le nouveau George Lucas? Un génie incapable de ne pas bonnarder ses films. Alors vous pourrez me dire, oui mais Cameron, contrairement à Lucas, il sait ce qu'il fait. Et c'est vrai que la ressortie d'Avatar le prouve, tout comme la conversion en 3D de Titanic qui avait bluffé tout le monde en 2012. Mais ce n'est pas toujours le cas, et pour ça il faut qu'on parle de Terminator 2. Ah, Terminator 2, l'une des meilleures suites de tous les temps, l'un des meilleurs films d'action de tous les temps, hasta la vista baby, la poursuite avec le camion, Schwarzy au top de sa forme, du méga kiff en barre. Pour autant, Terminator 2 est aujourd'hui considéré par les puristes comme ayant l'une des pires éditions 4K au monde. Et c'est en partie à cause de Cameron qui a imposé ses choix de restauration à Studio Canal en faisant un gros travail de cochon comme George Lucas. Déjà, on a le droit à quelques retouches numériques dégueulasses pour cacher des doublures cascades autrefois assez visibles, même si ça faisait partie du charme du film original, mais bref. Et surtout, l'image de Terminator 2 a tout bonnement été salopée. La faute à un putain de truc qui fout en l'air beaucoup de transferts 4K, le DNR. Alors le DNR, c'est le Digital Noise Reduction, un outil qui permet de réduire numériquement le grain d'une image tirée d'une pellicule et d'en atténuer l'effet film qui peut parfois être très prégnant. Alors attention, le DNR a ses mérites, surtout si vous faites un scan 4K à partir d'un négatif de film pas tip-top niveau qualité. Mais globalement, en retirant le grain, vous perdez pas mal de la texture du film original, ce qui n'est a priori pas vraiment ce que vous voulez quand vous faites une restauration la plus fidèle possible à ce qu'était un film à sa sortie. Et dans le cas de Terminator 2, Cameron a poussé le DNR à fond, si bien qu'on n'a plus l'impression de voir un film en 35 mm, mais un film en numérique extrêmement lissé. Le pire, c'est qu'au lieu de gagner en détail, on en perd parce que tout semble recouvert d'un effet plastique. On voit moins les pores de la peau ou les rides, si bien que Schwarzy semble s'être transformé en instagrammeuse beauté surchargée de fond de teint. Et personne ne veut voir ça en fait. Donc on peut dire que Cameron avait vraiment l'envie de ne plus faire de Terminator 2 un film de 92, mais un blockbuster de nouveau mis en phase avec une sortie plus contemporaine, même si c'est totalement artificiel. Et le pire là-dedans, c'est que Cameron est connu pour être extrêmement impliqué dans les restaurations de ses films, au point où l'on en vient à questionner son sens des priorités. Paradoxalement, à force de toujours avoir un coup d'avance sur tout le monde, il abandonne certains de ses films sur le bord de la route comme de pauvres animaux de compagnie, et bien sûr j'en arrive à la cerise sur le gâteau de merde, Abyss et True Lies. Si vous ne le savez pas, Abyss et True Lies sont de véritables arlésiennes, parce qu'ils font partie de ces rares films qui, malgré leur immense succès en salle, n'ont jamais eu le droit à une version vidéo en HD. Ils n'ont jamais eu de Blu-ray, que dalle walou, alors que le format existe depuis 2006.
Alors petite parenthèse, c'est plus ou moins vrai à l'heure où j'enregistre cette vidéo puisque True Lies a eu droit à une version Blu-ray réservée à l'Espagne, mais il paraît que c'est pas terrible. Bon, vous pourriez toujours me dire que je chipote et qu'un DVD c'est déjà très bien. Laissez-moi vous parler du DVD d'Abyss. Alors pour le dire simplement et sobrement, le DVD d'Abyss est l'une des plus grosses insultes faites à la race humaine depuis la naissance du groupe Tragédie et celle du terme chocolatine. Mais pourquoi me demanderez-vous? Eh bien parce que le film a été pensé dans un glorieux format 2.39 anamorphique, ce qu'on appelle vulgairement le cinémascope. Ce format à l'horizontale où vous avez les fameuses bandes noires. Sauf qu'Abyss a été encodé sur DVD par des chimpanzés qui ont mis le film en 2.39 non anamorphique. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des bandes noires en haut et en bas, vous avez des bandes noires sur les côtés qui encapsulent l'image du film comme un timbre-poste sur votre télé. Et si vous essayez de zoomer dans l'image, ça ne fait que la déformer ou vous montrer à quel point la résolution du transfert est dégueulasse, en plus d'avoir des couleurs immondes et un contraste inexistant, mais bon, ça, c'était souvent le cas des premiers DVD. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'Abyss a régulièrement eu des ressorties en DVD, pour des anniversaires, tout ça, avec un nouveau packaging. Mais à l'intérieur, c'est toujours le même film de merde, avec le même transfert de merde qui n'a pas été changé depuis 20 ans, et ça m'en fout. Bon, maintenant que je suis calmé, faut quand même mettre les choses au clair. Alors que les cris déchirés des fans dans mon genre appellent à la fin de notre souffrance, Jésus-Christ a décidé de prendre la parole au micro d'Empire fin 2018. D'après lui, les transferts 4K d'Abyss et de True Lies sont prêts, mais il faut encore qu'il les voie pour pouvoir assurer un travail sur la colorimétrie. Alors pourquoi ça prend tant de temps? Eh bien, je cite Cameron, le problème c'est les 14 heures qu'il me faut pour chaque film pour revoir les couleurs et m'assurer qu'il soit parfait. Ça fait 28 heures et je n'ai pas 28 heures. Voilà le problème quand on fait 4 suites d'Avatar en même temps. Bon, a priori les remasters devraient stratégiquement sortir aux alentours de celle d'Avatar 2, donc on croise les doigts. Mais s'il te plaît, James, pense à moi. Ce qui est étonnant là-dedans et qui boucle la boucle avec le début de la vidéo, c'est que Cameron a assez de pouvoir pour avoir un droit de regard obligatoire sur la ressortie de ses films. Là où certains distributeurs ne se font pas prier pour sortir des versions 4K sans avoir à demander l'avis de quelqu'un. Visiblement c'est dans son contrat et ça reflète bien son statut de contrôle fric total que Fox et donc Disney ont tout intérêt de contenter vu qu'ils comptent beaucoup sur les suites d'Avatar. Alors bien sûr ça n'enlève rien au génie absolu du monsieur, mais il serait quand même pas mal qu'il trouve un équilibre sain dans la relation à ses œuvres. D'un côté en évitant de nous laisser poireauter pour revoir ses chefs-d'œuvre comme il se doit, et de l'autre en acceptant qu'il est parfois bon de ne pas trop altérer des films pour qu'ils restent plus intemporels. Mais bon, on peut comprendre que cette notion est plus difficile pour un mec qui a toujours un pied dans le futur. Voilà qui conclut cette vidéo sur le grand James Cameron, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, et si vous avez envie de prolonger cette discussion, Écran Large a depuis peu un serveur Discord où on cause entre autres d'Avatar, donc n'hésitez pas à passer, le lien est épinglé en commentaire. Mais j'ai surtout un scoop pour vous, j'ai eu James Cameron au téléphone et il me dit que si vous vous abonnez en masse au site d'Écran Large, il sort direct le Blu-ray 4K d'Abyss. Je plaisante bien évidemment, mais si vous en avez les moyens, on propose pour quelques euros par mois un abonnement premium qui non seulement fait de vous une très belle personne qui soutient la presse indépendante, mais ça vous donne accès toutes les semaines à 4 articles exclusifs sur des films divers et trop cool sur lesquels on a envie d'apporter une analyse approfondie. Récemment, on a parlé de Ken Park et de Phantom of the Paradise. Le lien vers cet abonnement est en description. Et sur ce, à la prochaine, je retourne voir Avatar pour la 100e fois. Allez, ciao!